Bonjour à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux études en pharmacie. Chaque année, environ 1200 étudiants suivent ce cycle au sein de l'UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université de Montpellier. Une filière qui ouvre des perspectives sur différents métiers, que ce soit en officine, dans l'industrie pharmaceutique, à l'hôpital, en laboratoire, dans la distribution ou dans le domaine de la recherche biomédicale. Vous verrez que les matières enseignées sont assez diversifiées et qu'elles vous permettront par la suite de choisir entre plusieurs spécialités. Si la masse de travail demandée durant les études est assez conséquente et plutôt élitiste, avec une durée d'études qui varie entre 6 et 10 ans, vous verrez que c'est aussi une belle aventure humaine qui repose beaucoup sur la solidarité et l'entraide entre les étudiants et le corps enseignant. Alors finalement, à qui cette formation est-elle destinée? Quels sont les atouts que l'on doit posséder lorsque l'on choisit cette voie? Quels sont les critères de sélection, la durée de la formation étape par étape et les débouchés une fois le diplôme en poche? L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner justement des pistes et des exemples concrets qui vous permettront de savoir si oui ou non vous êtes fait pour cette formation. Alors, il ne s'agit pas d'une conférence figée. Vous pouvez à tout moment interagir avec nous et poser vos questions via le chat. Surtout, n'hésitez pas à faire cette démarche. Vous êtes d'ailleurs derrière un écran, donc ça reste somme toute assez anonyme. Pour démarrer, je vous propose de vous présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui en plateau. Je suis en compagnie de Valérie Laurent qui est enseignant-chercheur en physiologie à la faculté de pharmacie. Elle mène notamment des travaux sur le cancer du sein pour l'ICM, qui est l'Institut régional du cancer de Montpellier. À ma droite, Éric Mercier, qui est maître de conférences en hématologie et praticien hospitalier au CHU de Nîmes en hématologie. Nous sommes également en compagnie de deux étudiants qui sont en cours de formation actuellement à l'Université de Montpellier, Julien Gibelin et Chiara Ménardo. Vous avez tous les deux 20 ans, vous êtes en troisième année de pharmacie et en parallèle de vos études, vous êtes engagés au sein de l'ATP, qui est l'association des tuteurs en pharmacie de l'Université de Montpellier. On expliquera tout à l'heure quelle est la vocation de cette structure, en quoi ça consiste et pourquoi il est nécessaire, justement pour de jeunes étudiants, de vous rejoindre et d'avoir recours au service de l'ATP. Voilà pour la présentation et pour l'introduction. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui. Bienvenue donc à ce plateau. Je le disais en introduction, si l'on opte pour le domaine de la pharmacie, il faut être prêt à effectuer des études supérieures assez longues, donc être plutôt bosseur puisque le travail personnel qui sera demandé est assez conséquent. Alors, quel profil doit-on finalement avoir avant de s'orienter vers ce type d'études? Est-ce qu'on doit être de base un très bon élève, rigoureux et avoir des prédispositions particulières? Je vous laisse peut-être répondre l'un ou l'autre en introduction. Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités pour ça. Oui, il faut quand même un profil, c'est mieux, plutôt scientifique, hein, qui va faciliter après l'intégration dans nos études. Et puis, deux voies d'accès, hein, pour pouvoir accéder chez nous, soit via la PASS, donc le parcours d'accès spécifique santé, ou et selon la LAS, licence accès santé, que vous allez devoir choisir sur Parcoursup avec différents vœux, là aussi, selon ce que vous désirez cocher. Mais alors, quelle est la différence concrètement entre la PASS, entre ce parcours et puis la LAS, qui est une licence, si j'ai bien compris? Alors, la différence, c'est que dans la passe, en fait, il y a un gros corps qu'on appelle en fait de la licence, qui est un cœur santé avec beaucoup de disciplines qui vont être fortement utiles pour la suite dans les études de pharmacie, alors que lorsqu'on est en LAS, on va choisir un corps de sa licence qui peut être très diversifié. Ça peut être comme ça, par exemple, à la fac de sciences, les sciences de la vie et sciences de l'environnement, des sciences plus dures. Après, il y a aussi des possibilités en droit, en sciences éco, donc avec pas forcément une base scientifique selon l'endroit en fait d'où on vient. Il existe plusieurs sites. On a cité donc les étudiants qui sont actuellement à Montpellier en formation, mais ce n'est pas le seul hein, en Occitanie à proposer ce type de formation. Alors, si on parle de la passe, donc en fait, il y a deux sites, enfin deux choix, on va dire plutôt sur Parcoursup, avec trois sites d'accueil, dont deux sont sur Montpellier, avec le nôtre, hein, ce qu'on appelle le site Flao, et ensuite aussi la faculté de médecine, le site Arnaud de Villeneuve, et ça, c'est
un seul choix en fait d'un Parcoursup dans lesquels vous allez pouvoir ensuite mettre en fait des sous-choix. Ensuite, vous avez un autre choix possible sur Nîmes, passe Nîmes en fait sur médecine qu'on appelle Nîmes Carimo. Et donc ça va faire l'objet d'un deuxième choix. Donc après que l'on s'inscrive sur Arnaud de Villeneuve ou chez nous en pharmacie, ça c'est un seul choix d'un Parcoursup, je le répète. Et cette année, un petit peu, la nouveauté, c'est en fonction de la mineure de réorientation et de poursuite d'études que vous avez choisie ou que vous allez postuler parce que vous n'aurez peut-être pas exactement celle que vous avez envie, qui vous tient le plus à cœur pour y aller, on impose un site d'inscription. Et donc, nous, par exemple, sur la faculté de pharmacie, on va accueillir donc les jeunes qui auront choisi la réorientation psychologie, aussi sciences de la vie et de la terre, mais également ceux qui auront choisi réorientation mécanique ou physico-chimie. Ceux qui auront mis donc passe avec une réorientation droit, économie, EA, et électronique, énergie automatique, physique, chimie, mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales et mathématiques seront d'office inscrits en fait sur le site Arnaud de Villeneuve. Par contre, ceux qui feront le choix ou qui auront mis en tout cas ce choix sur Parcoursup d'aller sur Nîmes pourront cocher les 11 mineurs de poursuite d'études qui sont proposés sur Parcoursup. On pourrait peut-être expliquer la mineure de poursuite d'études, ce que c'est, parce ils sont en cours de choix dans Parcoursup. Donc, ils vont choisir soit passe, soit là. Donc, s'ils choisissent une passe, ils doivent choisir une mineure de poursuite d'études qui leur permettra, au cas où ils échoueraient de leur année de passe, de se réorienter dans une licence de cette mineure. Okay. Donc, c'est très important aussi d'en choisir. Alors, ils ont, je crois, 10 ou 11 choix dans Parcoursup. On leur conseille de choisir le maximum de mineurs parce que s'ils ne sont pas pris dans une mineure, ils ne sont pas pris en passe. Okay. Donc, faites le choix d'en choisir le maximum. Hein. Et après, au fur et à mesure que les décisions des mineurs arriveront sur Parcoursup, sur votre dossier, vous accepterez ou vous accepterez pas. Hein, voilà. Mais il faut en choisir un maximum. C'est le conseil qu'on doit leur donner. Donc, je reviens un petit peu sur le profil d'accès. Parce que c'est les lycéens, bon, ils sont en terminale normalement, donc ils ont déjà choisi leurs options, leur discipline. Hein. Il faut savoir que quand même, il faut avoir fait de la physique-chimie et des sciences de la vie. Hein. C'est quand même très important. C'est indispensable pour, en principe, pour les études de santé derrière, que ce soit médecine et encore plus pharmacie, de la chimie, bien sûr. Il faut avoir eu également de très bons résultats scolaires puisque vous évaluez les notes de la seconde à la terminale. Au niveau justement du recrutement, est-ce qu'il y a aussi une lettre de motivation à remettre? Est-ce qu'il y aura par la suite des oraux? Alors, la lettre de motivation a été supprimée cette année, donc elle n'est plus obligatoire hein, dans le dossier qui est déposé. Il n'y a pas d'oraux, hein, c'est sur dossier. Alors, il y a une moulinette qui se fait à l'université, hein, et puis le choix est fait. Alors, vous parliez d'excellence, effectivement, hein, il faut quand même se dire que la majorité Valérie, de ceux qui sont pris ou qui ont des grosses chances de réussite ont quand même un bon bac avec mention très bien ou bien. C'est le cas de nos deux jeunes étudiants qui sont en plateau. Hein. Vous avez de très bons résultats scolaires tous les deux, hein, à la base. Chiara. Oui, j'ai eu mention très bien pour ma part au bac. Et c'est vrai que c'est important quand même d'avoir de bonnes bases au lycée qui nous aident ensuite, pendant nos études, donc que ce soit pendant la passe ou la classe et ensuite même après pendant les études de pharmacie. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même un certain profil de gens qui ont eu mention bien ou très bien au bac. Mais c'est aussi lié au fait qu'ils ont une méthodologie de travail très souvent. Et donc, c'est assez lié par rapport à ça. Une méthodologie, une capacité de travail. Voilà, c'est surtout ça aussi. Ah. La méthodologie est un peu différente peut-être, hein, Oui. en passe par rapport au lycée. Donc, il ne faut pas s'axer sur la méthodologie. Ils la modifieront grâce au tuteur, dont on va parler après. Mais c'est surtout la capacité de travail qui leur est demandée. Justement, Kira, vous me disiez, la LAS, c'est un parcours qui prend de plus en plus d'importance et ça peut être intéressant finalement pour certains profils. Expliquez-nous votre point de vue de jeune étudiante à ce sujet. En fait, c'est que la LAS, finalement, peut ouvrir certaines portes pour des gens qui ont un profil un petit peu moins bac S, entre guillemets, parce que maintenant, avec la réforme
il n'y a plus ce bac S. Mais ça permet donc un petit peu quand même de diversifier les profils qui arrivent en études de santé. Et donc, c'est une option pour des gens qui, finalement, au lycée, n'avaient pas forcément choisi maths, physique, SVT. Une étude de santé derrière, dans la deuxième année, dans laquelle ils auront été pris, soit médecine, soit pharmacie, soit odonto, soit sage-femme, soit kiné. Hein, c'est 50% qui viennent de PASS et 50% qui viennent de LAS. Donc voilà, c'est ouvert de manière équitable aux deux parcours. Et effectivement, comme disait Chiara, euh, les très très bons qui ont, je veux dire, je sais pas moi, 19 de moyenne au bac, qui sont bons en tout, ok, ils en passent. Mais les étudiants qui ont une matière de prédilection, les maths ou je ne sais quelle matière, c'est pas mal d'aller dans la licence de cette matière. Parce qu'ils auront autant de chances d'accéder aux filières de santé. Alors, prenons l'exemple du PASS. Une fois qu'on a été pris en première année, on intègre ce qu'on appelle le premier cycle. C'est un tronc commun qui va réunir tous les étudiants qui sont intéressés par les métiers de la santé, que l'on veuille finalement faire médecine, sage-femme, kiné, infirmier ou pharmacien. Tout le monde est obligé de passer par cette première étape. Dentiste aussi. Et dentiste, voilà. Oui, tout le monde est obligé de passer par cette première étape pour rentrer dans la filière de santé. Alors, espérons dont ils auront fait le choix durant leur année de passe, mais quelquefois, ils n'ont pas le choix, le premier choix. Hein, et ils ont des fois le deuxième ou le troisième choix. Hein. Mais bon, après, ou quatrième, ça dépend de leur classement à l'issue de la passe, effectivement. Mais d'où la diversité aussi des matières et des disciplines qui sont proposées, puisqu'on va faire aussi bien de la génétique que la fabrication de médicaments. C'est assez large ce contenu pédagogique. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va étudier lors de cette première année? On va laisser peut-être nos étudiants expliquer, ils sont passés par là. Pour parler un petit peu du programme de la première année, c'est un programme, c'est vrai, qui est assez ouvert aux études de santé, c'est-à-dire pour une personne qui partira aussi bien en études de médecine que d'odontologie. C'est séparé, on va dire, sur 2 semestres. Et le premier semestre, lui, est généralement, il est centré maintenant avec l'UE Santé commune, qui est une matière commune aux étudiants qui font le PASS ou bien le LAS. C'est vraiment le commun à ces deux filières. Par la suite, dans ces matières-là, il va y avoir on appelle ça MAPS, médicaments, autres produits de santé, qui sont une matière qui sera réservée plutôt à des profils des étudiants qui veulent partir peut-être dans la filière pharmacie, parce ils vont étudier un petit peu les différentes phases pour développer un médicament, les différents comprimés, comment ils peuvent exister. Il y a aussi des parties plus pour tout ce qui sera corps humain, avec les cellules et tissus, savoir un petit peu de quoi est fait notre peau, la physiologie aussi, pour voir un petit peu le cœur, comment il fonctionne, de quoi il est composé. C'est vraiment des matières, c'est assez large cette première année, ce qu'on peut voir, mais c'est centré un petit peu pour que tous les étudiants puissent découvrir un petit peu à quoi va correspondre leur futur avenir, en fin de compte. Il y a de l'anglais également. Oui, il y a une petite épreuve d'anglais, en effet, avec des QCM sur différents articles à lire et ces questions qui sont posées. Ne participe pas au Qui n'est classement. pas classant. Qui n'est pas classant. Hein. On disait tout à l'heure que les études en pharmacie étaient assez énergivores avec une masse de travail qui est donc conséquente. Julien, vous me disiez, cette première année, elle est souvent vécue comme un enfer et vous dites que c'est en quelque sorte un marathon. Je vous laisse développer. Oui, en effet, parce que c'est quand même, c'est pas un an, mais on va dire, c'est une année scolaire qui débute en septembre, enfin, avant, parce qu'avec le tutorat, on propose un stage pré-rentrée qui est énormément conseillé. D'ailleurs, c'est 2 semaines avant la rentrée pendant le mois d'août. Donc, on va dire que c'est du mi-août, du 15 août jusqu'à fin avril, où là, la période de révision de travail commence réellement. Donc, je parlais de marathon parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'étudiants qui vont attaquer cette année à fond, dès le mois de septembre, à fond. Ils vont avoir des rythmes très, très élevés. Mais vu que cette année est divisée en 2 semestres, il y a aussi une très longue partie de l'année, de janvier jusqu'à avril, où il faut tenir. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à tenir le même rythme entre septembre et cette seconde partie de l'année. Il y a des abandons. Ça peut arriver. Oui, oui, un petit peu, un petit peu. Et au niveau du taux d'échec, déjà lorsqu'ils ont le classement du premier semestre, globalement, ils voient s'ils ont des chances ou pas d'être pris en filière de santé derrière. Donc, effectivement, il y a quelques abandons. Le pourcentage, je ne saurais pas vous le donner, mais il y en a. Il y en a effectivement. Quand on est au fin fond du classement, il y a 1800 candidats. Hein. Donc, si on est 1700e, 1800, voilà.
Oui, mais après, cette passe donne aussi la possibilité d'avoir l'équivalent d'une Voilà. licence. Alors, ils abandonnent ou ils abandonnent pas parce qu'ils essaient quand même d'aller au bout pour avoir l'équivalent d'une L1 pour pouvoir continuer en deuxième année en LAS2, c'est-à-dire licence accès santé, et prendre après leur deuxième chance, soit en LAS2 ou en LAS3. Donc, je pense que quand même les étudiants s'accrochent pour essayer de valider ce niveau de licence en deuxième session qui n'existait pas avant. Et donc ça, C'est ce qu'il faut leur conseiller d'ailleurs, voilà. hein, parce qu'il faut qu'ils valident cette année de licence. Hein, même s'ils n'ont pas accès à la filière santé dès cette chance-là, ils peuvent valider une licence et passer en deuxième année de licence, hein, de leur mineur de poursuite d'études. Et donc, c'est quand même important, hein, et retenter leur chance en deuxième ou en troisième année de licence. Quel est concrètement le volume horaire? C'est quoi une semaine type pour un étudiant qui intègre un premier cycle? Chiara. Oui. Donc, en général, chaque jour, il y a environ 4 heures de cours magistraux. Ça varie quelquefois, mais disons du lundi au vendredi, il y a à peu près 4 heures de cours chaque jour. Et ensuite, l'après-midi, il y a très, très souvent des ED, donc des enseignements dirigés, qui sont faits donc, avec les professeurs ou alors des chargés de TD, et donc qui sont en fait des sessions d'entraînement sur des QCM un peu type que l'on peut retrouver ensuite à l'examen et qui permettent aux étudiants notamment de poser pas mal de questions donc, aux professeurs pour avoir des réponses. Donc, il y a en général 2 TD dans l'après-midi, des fois un, ça varie un petit peu selon la semaine et selon les matières. Et ensuite, il y a les séances tutorat aussi qui viennent se rajouter. Et donc là, l'organisation est plus liée à l'étudiant et en fonction enfin, à quelle séance il préfère, à quelle assister finalement. Oui, justement, l'université demande globalement de l'autonomie. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en pharmacie, ou en tout cas dans votre secteur, ils ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes, puisqu'il y a cette association, l'ATP, que vous présidez, Julien, et vous êtes également très impliqué dans cette structure, vous également, Chiara. Alors, quel est le rôle concrètement de l'ATP et à quoi ça sert pour les étudiants qui arrivent ici? Du coup, parler un petit peu de l'APP, son fonctionnement dans le système, on va dire, de la PASS et de la LAS, bien évidemment. C'est-à-dire qu'en PASS, première semaine, on va prendre la rentrée. Première semaine, ils ont des cours magistraux avec les professeurs, comme Chiara a dit. La semaine juste après le cours du professeur, il va y avoir les enseignements dirigés qui vont être là pour renforcer un petit peu toutes les notions de cours qui ont été vues la semaine d'avant. Et nous, le tutorat, on est une association de tuteurs en pharmacie, donc nous sommes des étudiants en deuxième et troisième année de pharmacie. On arrive 2 semaines après le cours du professeur pour venir encore renforcer les notions sur lesquelles le prof aurait peut-être pu insister pendant ses cours magistraux ou bien développer certaines notions qui sont importantes. Parce qu'il faut savoir qu'on développe tous les QCM que l'on rédige, toutes les séances que l'on prépare, elles sont faites en amont. C'est du travail personnel déjà, qui est vu en intersite par les 3 associations en intersite. Mais il y a aussi chaque QCM présenté avant de le faire en séance devant des étudiants, c'est vu en réunion par des professeurs référents de la matière. Donc tout ce qu'on fait est corrigé, revu, et même la méthode d'explication que l'on apporte aux étudiants est vue par les professeurs avant. Et puis, vous n'avez pas été désigné au hasard, vous avez passé une forme d'entretien finalement avant d'être recruté. Oui, totalement. Lorsqu'on valide notre année de PASS ou de LAS, bien évidemment, on a le choix de candidater dans certaines matières, celles que l'on souhaite. Il faut qu'on envoie un CV. On est aussi choisi des fois par rapport à nos notes que l'on peut avoir durant notre année. Vraiment, c'est c'est un vrai investissement à présenter au professeur avec un oral aussi à la fin. Alors, on a Clarisse qui nous demande si concernant les prépas privées, c'est un peu comme le tuto que vous proposez, sauf que les prépas, elles, sont payantes. Oui. Chiara, vous avez bénéficié des deux, justement. Expliquez-nous, parce que comme vous avez eu les deux aspects de la formation. Finalement, l'accompagnement proposé est quand même plutôt le même, mais il y a une grosse différence qui est quand même celle du tutorat où il y a un lien très fort avec les profs, les profs et les entraînements finalement que l'on propose. Et donc, ce qui fait que tout ce qu'on propose est beaucoup plus représentatif que ce que j'ai pu retrouver justement dans ces écoles-là. Et même ces deux choses quand même assez différentes sur le planning. On a une plus grande liberté au tutorat que dans les prépas parce que le problème des fois que l'on peut avoir, c'est qu'on a un emploi du temps qui nous est donné, que l'on doit suivre et finalement, il n'est pas forcément adapté aussi à notre profil. C'est-à-dire qu'on va nous dire, bon, bah, ce jour-là, il faudra que
qui viennent parce que il y a tel cours et finalement on n'a pas le choix, on est obligé de suivre ce groupe-là et donc Si je peux me permettre d'intervenir, puisque je suis aussi responsable de 2 UE du tutorat, donc j'assure les recrutements des tuteurs sur la physiologie, l'UE4 qui est une grosse UE, et sur l'UE3, la cellule et tissus qui vont compter coefficient 8 sur les 2 semestres. Et donc, bien sûr, on regarde les notes des étudiants, leur motivation. Il faut que ce soit des jeunes qui soient brillants. Et j'insiste sur ça parce qu'ils vont devoir faire un effort en plus de leur année, hein, là aussi, pour essayer d'accompagner au mieux. Donc, bien sûr, quand on connaît les cours, on voit les questions d'examen, on sait exactement où il faut mener nos étudiants et des fois, on les malmène aussi en disant c'est pas bien rédigé, c'est ci, c'est ça. C'est un gros soutien aussi psychologique. On les prépare une semaine aussi en réunion intercite, là aussi, pour qu'ils répondent vraiment précisément à ces jeunes. Et en fait, on est structuré pour donner, en fait, accompagner nos étudiants gratuitement pour cette réussite et qui les aide beaucoup, en leur imposant aussi ce fameux rythme parce que tu ne pourras pas suivre tout en même temps. Et donc, tu risques de te perdre. Donc, tout est organisé pour que les jeunes puissent suivre les cours magistraux, les enseignements dirigés et aussi le tutorat. Donc, vraiment, on leur donne un rythme de travail parce qu'à un moment, ils vont être un peu sous l'eau. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Et j'allais dire, pour reparler de notre site, c'est vraiment très familial aussi. Et avec ce tutorat où ces tuteurs font ce stage de pré-rentrée à leur initiative et qui est super, les jeunes vont se faire des copains. Et je pense aussi évoluer dans un bon environnement. Et c'est ton premier contact avec ceux qui viendront chez nous, avec la faculté. Et c'est là que tu vas faire du lien. Et il faut surtout pas s'isoler dans ces années-là parce que sinon c'est trop dur. Et ils se retrouvent tous à la BU. Les tuteurs, nos jeunes, qui est vraiment un endroit où ils adorent aller. Et voilà, je pense que c'est vraiment important. Et ils sont sélectionnés, ils sont brillants, ils sont motivés, Pour ils sont répondre, à fond. Et donc, c'est bien comme un soutien aussi psychologique pour ces jeunes qui vont être un peu éprouvés quand même. pour répondre à la question par rapport aux écoles privées, c'est que le point important quand même à soulever pour le tutorat, c'est qu'ils sont drivés à fond par les enseignants qui font les cours et qui vont poser les questions à l'examen. Hein. Donc, c'est quand même un point important et majeur par rapport aux écoles privées qui sont totalement à côté de l'université. Hein. Je ne veux pas dénigrer les écoles privées, mais c'est quand même deux mondes un peu différents. Voilà. Voilà. L'un pour avoir, c'est payant, hein. Et les autres, c'est gratuit, un investissement des étudiants, c'est d'étudiant à étudiant, donc c'est important. Hein. Il y a des jeunes avec des jeunes, pas des jeunes avec nous, les enseignants sont un peu plus âgés. OK? Donc, c'est important d'avoir cette notion que le tutorat, c'est drivé par les enseignants de A à Z. Voilà. À peu près 70 tuteurs, c'est ça? Pour combien d'étudiants qui bénéficient justement de cet accompagnement? Sur le site de pharmacie, il y a ils sont en tant qu'inscrits en passe et en LAS, ils sont 390 étudiants à peu près pour 70 tuteurs qui s'occupent de driver tous ces étudiants-là. À savoir que il y a chaque tuteur, chaque étudiant de deuxième ou troisième année appartient, on va dire, à une matière. Chaque étudiant est spécialisé dans un domaine. Il n'y a pas d'autres étudiants. Il n'y a pas un étudiant qui ira enseigner deux matières différentes en même temps. C'est impossible. Chaque tuteur est spécialisé dans une matière. Et puis, il y a une vie associative aussi sur le campus, outre l'ATP. Oui, Ils oui, ne font pas que des cours, hein, ils font d'autres choses, les tuteurs. Hein. Ah oui, oui. Et avec les étudiants. Hein. Ah oui, oui, oui. On organise aussi des journées comme. Déjà, il y a, pour parler aussi de soutien psychologique et d'accompagnement, on a aussi le parrainage, où là, c'est tous les étudiants, pas forcément des tuteurs, qui souhaitent s'inscrire en tant que futurs parrains, ces étudiants qui sont en études supérieures, en troisième, quatrième, cinquième année, qui souhaitent avoir un étudiant de passe ou de LAS pour l'accompagner durant toute son année. C'est-à-dire que si l'étudiant a pas forcément a peur ou a besoin de parler de certains sujets, il peut directement s'adresser à une personne en particulier qui sera là pour l'accompagner tout au long de son année. Ça, c'est pour tout ce qui sera le parrainage, pour faciliter un petit peu les échanges entre les étudiants, parce qu'on sait que c'est quand même une année qui n'est pas facile. Après, par la suite, on organise aussi du tut des foules, c'est le tutorat avec du sport, parce qu'on sait aussi que dans ces années-là, c'est souvent un an où des étudiants oublie un petit peu le sport parce qu'il pense à travailler et oublie un petit peu d'autres choses à côté. Donc, on met en place tous les jeudis soirs du sport. C'est-à-dire que tous les étudiants qui veulent peuvent se rejoindre pour faire du sport avec des étudiants, avec des tuteurs comme nous, en deuxième, troisième année, pour partager un bon moment et aussi un peu éliminer toutes les choses qu'ils peuvent avoir en tête.
Et puis un volet handicap également. Tout à fait, oui, il y a le tutorat handicap aussi qui est organisé avec la fac, où là, par contre, c'est un fonctionnement qui est similaire au tutorat disciplinaire, sauf que les étudiants en difficulté qui ont un dossier, ils sont en séance à part et ils ont des créneaux réservés rien que pour eux, pour qu'on puisse les accompagner de manière plus facile et appréhender des fois les QCM d'une différente manière que ce qu'on pourrait le faire avec des étudiants en tutorat disciplinaire. C'est important parce que votre exemple l'illustre parfaitement. Vous venez d'un milieu rural à la base, hein, vous êtes issu de Lozère, et se retrouver dans une grande ville quand on vient du lycée, c'est pas toujours évident. Donc ce tutorat, il vous a aussi accompagné, aidé et Je sais apporté. que oui, tout à fait, en connaissance de code, je sais que c'était quand même pour moi très difficile parce que je savais que cette première année, c'est un enfer pour tous les gens, en parlent comme un enfer. Ils en parlent comme un enfer, mais c'est en réalité, ça s'est quand même très bien passé. Je suis très content maintenant que c'est passé tout ça. Mais je sais que venant de campagne, j'étais pas habitué à la ville. Donc, du jour au lendemain, se retrouver dans un petit studio, des fois de 18 mètres carrés, avoir à beaucoup, beaucoup étudié, être loin de sa famille et arriver dans des amphithéâtres avec 500 personnes autour de soi qu'on ne connaît même pas, ça fait un choc très important. Et avec le tutorat, j'ai réussi un petit peu à trouver un nouveau style de vie, à m'adapter à certaines choses et ça m'a vraiment rassuré dans la poursuite de mes études, on va dire. Revenons aux examens. Vous le disiez, il existe 2 sessions d'évaluation durant le premier cycle, et c'est principalement sous forme de QCM. Oui, oui, c'est principalement que des QCM, sauf une matière, les sciences humaines et sociales. C'est une petite question rédactionnelle, 20 lignes, je crois. Non, c'est 50. 50 lignes, pardon. Voilà. Et donc, je suis tutrice dans la matière où il y a effectivement donc, cette question rédactionnelle. Donc, question rédactionnelle qui peut des fois faire peur aux étudiants, mais au tutorat, on les accompagne quand même beaucoup. On leur propose des entraînements justement de manière à ce qu'ils puissent s'entraîner déjà avant l'examen. Et donc, on est aussi formé par les professeurs qui corrigent de manière à faire des corrections personnalisées et donc très proches de celles qu'ils auront ensuite aux examens. Alors, une fois ces examens écrits passés, arrive la phase des entretiens. Comment ça se déroule? C'est à quelle période? Et puis finalement, quel type de questions on va poser à l'étudiant? Alors, c'est pas des oraux. C'est En des fait, oraux, pardon. il y a deux orales, 2 oraux, pardon, que vont passer les étudiants qui ont été sélectionnés. Parce qu'il y a un classement à la fin des 2 examens. Et alors, suivant les années, suivant la moyenne, etc., on ne peut pas auditionner à l'oral 1800 étudiants, vous imaginez bien. Donc, il y a une barre qui est donnée, je dis n'importe quoi, hein, par exemple 16 ou 15. Hein, 15, je crois que c'était l'année dernière. Et les étudiants qui sont au-dessus vont passer 2 euros. 2 euros pour les passes et pour les LAS, c'est la même chose. Hein. Ils passent tous ensemble l'oral. Alors, il y a 2 épreuves d'oral. Oui. Hein? Et après, pour les conditions d'admissibilité, puisqu'on n'a peut-être pas bien insisté sur ça tout à l'heure, il faut valider absolument en première session et cette fameuse UE santé commune qui est composée de 3 écus qu'on appelle, dont fait partie les sciences humaines et sociales, la physiologie et aussi le médicament. Et donc ensuite, vous allez aussi prioriser vos choix. Et donc, quelle que soit la filière pour laquelle vous souhaitez postuler, tous les oraux sont les mêmes et vont compter là aussi 20% de la note finale. C'est quand même important. Hein, Donc, c'est important et ils sont préparés. Hein. bien sûr, avec des ED, tout est en distanciel. Ça aussi, il faut vraiment insister pour les jeunes qui auraient envie d'aller en LAS. C'est peut-être des profils d'étudiants un peu plus organisés qui vont devoir tout faire en distanciel, les cours magistraux, les enseignements dirigés, le tutorat, alors que nous, à l'EPAS, on est là, on les voit, on les touche, on les malmène, des fois un petit peu, on les booste aussi, on leur donne de l'énergie quand ils viennent en ED, quoi. Et donc ensuite, après, il y a 2 épreuves, peut-être puisqu'ils y participent, je vais leur laisser aussi en parler. Donc en fait, ce sont 2 oraux. Donc il y en a un qui porte sur un sujet un peu d'éthique, même si ce n'est pas vraiment finalement de l'éthique, c'est plus une analyse d'une affiche de santé publique très souvent. Donc on va analyser selon une certaine méthodologie donc cette affiche. On a un temps de préparation qui est de 20 minutes. Donc on est tous dans une salle, enfin on est par petits groupes dans une salle et donc on analyse cette affiche et ensuite on passe devant un jury qui est composé de 3 personnes. Donc, ce sont très souvent
il y a un professionnel de santé en général dans le jury. Il y a un membre de l'université de Montpellier, donc en général un professeur, et il y a un troisième membre ou extérieur, voilà, donc, dont la profession peut varier. Et donc on présente pendant 5 minutes ce document, donc selon la méthodologie qu'on nous a donnée précédemment, et ensuite on répond à des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Et le deuxième oral se présente un petit peu de la même manière, donc 20 minutes de préparation, ensuite 5 minutes de présentation d'un document qui sera là un petit peu plus sur la santé publique. Donc on peut avoir affaire à un graphique ou à une carte, par exemple, de la France avec différentes données dessus. C'est un petit peu plus varié et donc on suit aussi une méthodologie et on répond aux questions du jeu. Et donc tous ces oraux que l'on passe sont quand même anonymes. Donc on donne un petit numéro qui nous identifie de manière en fait à être le plus neutre possible. Et donc le jury ne sait pas si on vient de Passe ou de l'AS et ne sait pas donc quelle filière on envisage. Donc, une, c'est plus des données scientifiques avec des graphes, des chiffres un petit peu, on va dire. Et une autre, c'est plus question générale de santé publique, d'actualité ou pas. Hein. Ça peut être une affiche plus ancienne, etc., sur une campagne sur le tabac, sur le diabète, des choses comme ça. Voilà. On est à la fois dans l'analyse, mais aussi dans l'aisance verbale, puisque l'idée, c'est que les jeunes vont par la suite s'adresser potentiellement à des patients. Bien sûr, et c'est pour ça qu'ils sont entraînés à ça, parce que quand ils arrivent du lycée, même si maintenant au lycée, il y a souvent des présentations orales, des oraux qui commencent à les entraîner un petit peu, c'est un peu impressionnant pour eux de se retrouver devant un jury à la fin de leurs études de passe, etc. Donc, mais le jury les met à l'aise. Il y a d'enjeux quoi aussi, parce Bien que sûr. 20% de la note, ça peut des fois Ça peut faire bouger un basculer. certain nombre d'étudiants. Donc, c'est important de bien se préparer. Et je pense que là aussi, on donne toutes les forces à nos étudiants à l'université, à nos tuteurs pour qu'ils aient le maximum de chances pour réussir leurs oraux. Et ça, voilà, c'est une force de notre monde universitaire. Julien, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Juste par rapport à cet oral, l'avantage aussi, c'est que vu que c'est commun un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions sur les connaissances qui sont posées lors d'entretien. On pose des questions sur tout ce qu'on peut voir, on nous demande en fin de compte d'analyser, mais on ne viendra pas nous poser des questions par rapport aux cours qu'on a pu avoir durant l'année. Ça, c'est autre chose en fait. C'est mis de côté. Voilà, c'est plus une recherche finalement de l'esprit critique, un petit peu aussi. Donc, des fois, on nous demande de chercher des limites aux documents et aussi un petit peu se positionner en tant que futur professionnel de santé. Et c'est vrai qu'on ne va pas, comme disait Julien, interroger sur des notions très précises en biologie cellulaire, en physiologie ou autre. C'est vraiment une analyse factuelle de ce qu'ils ont, de ce qu'on leur donne. De Ok. données. Voilà, et de données. Et donc, on a oublié de dire qu'en milieu d'année, au février-mars, ils ont choisi leur filière. Ils ont fait un premier choix. Ils ont fait un choix de filière à la fin de après la première session d'examen. Et donc, après la deuxième session et après les oraux, ils sont classés dans les filières. Voilà, ils ont un premier classement après les 2 écrits, hein, qui est un classement général, pas par filière. Et après l'oral, ils ont un classement par filière. Alors justement, parlons maintenant du deuxième cycle qui correspond à la 2e, 3e et 4e année d'études. On n'est plus sur un tronc commun puisqu'on a donc choisi cette fameuse filière et ce parcours avec un enseignement qui nous oriente cette fois-ci vers les métiers de la pharmacie. Alors, on n'est plus sur de la théorie, mais il y aura vraiment des travaux dirigés et puis des stages. Alors oui, alors si on prend les 2e années de pharmacie, et donc ils arrivent chez nous, ils sont accueillis par l'ensemble du corps enseignant et sur un site de pharmacie qui est quand même très accueillant, très sympathique, parce qu'il y a de l'espace. Et donc là, ils vont faire 2 années et demie de tronc commun, 2e, 3e et 1er semestre de 4. C'est vraiment tronc commun, ils sont tous ensemble. Ils choisiront après des filières un petit peu plus tard. La 2e année est vécue un peu difficilement parce que il faut acquérir les bases de la pharmacie. Hein. Il y a beaucoup de chimie, hein, ils nous diront ce qu'ils en pensent, mais il y a beaucoup de chimie, donc c'est beaucoup de matières qui leur permettent d'avoir les socles pour après mieux comprendre l'action et la fabrication des médicaments. Et ils ont beaucoup de travaux pratiques et de travaux dirigés. Effectivement, beaucoup de travaux pratiques. Donc il faut dire que les études pharma, c'est beaucoup de pratique. Voilà. Je vais leur laisser la parole sur leur impression de la 2e année, s'ils veulent donner leur avis.
Après, par rapport à la poursuite de la passe et quand je suis arrivé du coup, en deuxième année de pharmacie, c'est vrai que niveau pratique, il y a énormément de travaux pratiques pour savoir un petit peu, on a des TP pour savoir comment on fait des comprimés, des gélules, enfin, on fait vraiment plein de TP. Il y a aussi beaucoup d'enseignements dirigés, il y a des cours magistraux bien évidemment, et il y a énormément de chimie. C'est-à-dire qu'en première année, on va voir de la chimie organique, c'est-à-dire les molécules, comment elles fonctionnent. On fait ça durant le premier semestre et le second semestre, on passe. Et en deuxième année de pharmacie, c'est une continuité où là, il y a encore de la chimie organique de manière encore plus développée, évidemment. Mais on continue quand même sur une grosse partie de chimie. Donc, il faut quand même avoir de bonnes bases sur sa passe ou sa glace. C'est vrai que la chimie est importante en pharmacie, mais il n'y a pas que de la chimie. Oui, oui, Hein. Les années sont organisées en 3 blocs. Il y a un bloc sciences pharmaceutiques où il y a effectivement de la chimie à l'intérieur, mais il y a un bloc sciences biologiques où ils font de l'hématologie, c'est une discipline, ok, de l'immunologie, de la biochimie, donc des disciplines Et de biologiques la physiologie. et de la physiologie. Pour comprendre le Ouais. médicament derrière au niveau Pour comprendre. cellulaire aussi. Et un troisième bloc qui est du transversal où ils font de l'informatique, de la qualité, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de chimie, c'est quand même la base de la fabrication du médicament, etc. Mais il n'y a pas que de la chimie. Je ne dirais pas qu'il y a énormément de chimie, il y a de la chimie. Voilà. Et puis un bloc, deux autres blocs à côté. Et la deuxième année et la troisième année sont structurés de la même manière, en 3 blocs. Et puis, alors, vous parliez des travaux pratiques, mais il y a aussi les stages. C'est une expérience de terrain. Et vous me disiez justement que ça vous avait permis de constater, Julien, que les pharmaciens n'étaient pas que des vendeurs de médicaments, mais que le rôle aujourd'hui avait énormément évolué, notamment avec ce qu'on appelle les déserts médicaux. Oui, en effet, oui. C'est-à-dire, on en parle de plus en plus aux infos, je sais pas, parce que personnellement, moi, en campagne, je connais ce problème-là. C'est-à-dire que les médecins sont de plus en plus rares, parce que l'attractivité n'est pas la même que celle de la ville, bien évidemment. Et du coup, en officine, on se retrouve avec beaucoup de demandes de patients qui viennent en officine pour des fois pour faire des choses parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils ne peuvent pas aller directement voir leur médecin. Après, c'est côté officine où on a un stage en deuxième année où ça nous permet un peu de découvrir le métier de l'officine. C'est un stage de découverte, on va dire. Après, par la suite, on a aussi la chance, l'étude de pharmacie, c'est que chaque étudiant, en fonction de ce qu'il souhaiterait faire plus tard ou s'intéresser, on a des professeurs qui viennent de divers domaines en pharmacie. Du coup, on peut demander une fois à nos professeurs de voir un petit peu leur métier par des stages, quoi que ce soit. On a vraiment la chance de découvrir tout ce qui peut se passer en études de pharmacie si on le souhaite ou quoi que ce soit. Il y a effectivement beaucoup de stages en pharmacie en deuxième, en troisième, en quatrième année. En sixième année, bien sûr, puisque la sixième année option officine, on pourra en reparler, c'est 6 mois de stage à l'officine. Hein. Rémunérés? Alors, on va dire un petit peu, et ça va changer, ça va évoluer avec la nouvelle réglementation, avec le DES officine. Enfin, bon, ça va un petit peu évoluer. Pour l'instant, ce n'est pas énormément rémunéré, on va dire, mais c'est un petit peu. Voilà. Donc, ils ont beaucoup de stages durant leurs études et comme disait Julien, ils ont aussi des stages d'observation qu'ils peuvent faire. Hein. Moi qui suis au CHU de Nîmes, j'accueille beaucoup d'étudiants qui viennent faire 3 jours d'observation et qui voient tous les métiers de la pharmacie à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est intéressant pour eux. Ça leur permet après de choisir leur filière qui les intéresse le plus. Moi, je voulais revenir sur, je ne sais pas si on en parlera peut-être après des métiers, mais le pharmacien d'officine. Alors, on va revenir après. En fait, à la fin de la quatrième année, c'est cette étape-là qui est cruciale puisqu'on va se spécialiser. Il y a plusieurs spécialisations. Il y a donc officine, il y a industrie, internat ou recherche. Et on peut également entrer à l'hôpital, donc là où vous exercez. Par contre, il faudra passer un concours national. Oui, c'est ça. Alors, c'est au milieu de la quatrième année qu'ils font, au début du second semestre de quatrième année, qu'ils font le choix de leur filière. Donc, officine, industrie, recherche et internat. Et c'est après qu'ils passeront, ils font d'abord leur formation pour se préparer à l'internat, et ils passeront à l'internat qu'en cinquième année. OK. Voilà, donc pour aller à l'internat, je ne sais pas si vous voulez qu'on détaille, mais l'internat ouvre la porte soit pharmacien dans le milieu hospitalier, soit biologiste médical. Et là, on partage cette fonction de biologiste médical avec les médecins, puisqu'il y a des pharmaciens, des médecins qui peuvent faire ce métier-là. Mais c'est 4 années d'études supérieures? C'est 4 années d'études supérieures rémunérées à l'hôpital, hein, où en échange d'une rémunération qui là n'est plus la même qu'un stage d'officine, hein, c'est une rémunération correcte. Bon, ils font des gardes, bien sûr, en échange, hein, c'est normal, ils apprennent leur métier.
Mais voilà, c'est 4 années, oui. Et donc, vers quel type de poste ça ouvre au sein des hôpitaux? Alors, ça ouvre pas qu'au sein des hôpitaux, ça peut ouvrir s'ils ont choisi la discipline, s'ils ont réussi l'internat dans les premiers, ils ont la discipline biologie et ils peuvent être biologistes médicaux à l'hôpital dans une discipline biologique, ou ils peuvent être biologistes médicaux dans un laboratoire privé, laboratoire d'analyse de biologie médicale privé. Après, quelquefois, il y en a qui font en même temps une thèse de recherche, je ne vais pas détailler parce que c'est loin de l'objectif des lycéens, je pense, mais qui font une thèse de recherche et qui peuvent devenir enseignants-chercheurs. Voilà. C'est la voie que vous avez choisie, a priori, Julien et Chiara? Pas encore, hein. Vous n'avez pas encore le temps, mais... L'année prochaine. On va dire, oui. Moi, je voulais juste peut-être revenir sur les stages, parce que ce stage, une fois qu'ils ont fini leur deuxième année, ils ont 4 semaines en pharmacie, qui est un stage d'initiation ou qui va leur permettre en fait de découvrir, quelle que soit la filière qu'ils vont choisir en quatrième année, ce milieu officinal et pas que. Donc ensuite, ils ont un objectif pédagogique aussi associé à ce stage avec des formateurs qui vont les suivre. Et ça va aussi leur donner la possibilité après de travailler en officine. Donc c'est quand même important puisqu'on offre aussi à nos étudiants, ils peuvent modérément, j'allais dire, mais la possibilité de pouvoir travailler en parallèle de leurs études. Et ça, il y a peu de formations, j'allais dire, qui proposent de faire ça en parallèle de ces études. En troisième année, quelle que soit la filière, il y a aussi un stage équivalent de 15 jours, à la fois dans les pharmacies d'officine, mais pas que, à l'hôpital aussi, mais pas des places disponibles pour tout le monde, à peu près une trentaine de places sur 60, je ne sais plus, sur les 200 qui sont dans la promo. Ensuite, là aussi, il y a une thématique donnée pour la troisième année, également pour la quatrième année. Donc, on va permettre à tous ces jeunes d'affiner un petit peu leur envie. Est-ce que finalement, l'officine, j'avais pas trop envie, mais finalement, je m'y plais, c'est génial. J'ai vu un peu le milieu hospitalier, j'imaginais que c'était comme ça. Non, finalement, ça me plaît pas. Et après, ils vont vraiment se spécialiser dans les 4 filières où là, bien sûr, ceux qui vont aller en officine vont renforcer là aussi leur expérience en officine en ayant aussi des stages officinaux. Et peut-être pour compléter ce qui n'a peut-être pas complètement été dit, c'est qu'en cinquième année, tous nos jeunes vont passer à l'hôpital 3 fois 3 mois, alors selon les filières un petit peu moins, mais des demi-journées pour vraiment là aussi connaître ce milieu hospitalier parce qu'ils vont devoir travailler ensemble. Il y en a qui seront, et voilà, travailler avec les autres aussi professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, etc. Donc, en fait, on donne, enfin voilà, notre tronc commun. Et après, on donne vraiment des bases scientifiques hyper, méga, giga, terra, importantes en fait à nos étudiants, ce qui va aussi vraiment leur permettre de s'adapter, de choisir leur parcours en fonction de ce qu'ils aiment, en particulier pour ceux qui voudront aller dans l'industrie. Donc voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu les stages pour les lycéens. Et moi, je rajouterais juste un mot par rapport au propos de ma collègue. En tant que responsable du DLGSP, c'est vrai qu'en deuxième année, à la fin de la deuxième année, ils font un stage de 4 semaines en officine et elle a dit qu'ensuite, ça leur donnait la possibilité de travailler. Attention, ok? Attention, la troisième année est aussi difficile. Il faut travailler. Donc, on ne travaille pas trop en officine parce que ça prend du temps. Voilà. C'est simplement le petit bémol que je voulais mettre. Alors, concernant cette spécialisation donc, en quatrième année cette fois-ci, il semblerait que la filière officine ne soit pas la plus empruntée et qu'on soit même confronté à une pénurie qui inquiète d'ailleurs un peu la profession. Je lisais qu'il y avait une étude qui disait qu'il y avait 1600 places non pourvues pour la rentrée 2023-2024. Depuis la réforme des études de santé, est-ce que justement c'est le cas sur Montpellier? Est-ce que vous êtes confronté à cette situation? Sur Montpellier, on n'a pas trop eu de déficit entre guillemets, combler notre effectif de deuxième année. Hein. L'année dernière, il nous a manqué, je crois, une dizaine d'étudiants, pas plus, et cette année, 2-3. Hein. Donc, on n'a pas été une université très impactée par ce déficit d'arrivée en deuxième année. Il y a des universités qui ont été beaucoup plus impactées que nous. Hein. Donc, si on prend Bordeaux, Lille, où ils ont eu des déficits très, très importants. Il faut insister sur le fait que du coup, ils vont facilement trouver du travail s'ils s'orientent vers la voie de l'officine. Quelle que soit la filière, hein, je dirais moi, quelle que soit la filière, ils n'auront aucun problème pour trouver du travail. Des pharmaciens d'officine, de par
le développement d'une nouvelle mission que les autorités de tutelle lui ont attribuée, hein, parce que ça s'est beaucoup développé, c'est ce que disait Julien. Hein, maintenant, le pharmacien, on a pris conscience que c'était un professionnel de santé, hein, qui intervenait dans la santé publique, hein, et donc il y en a besoin partout. Hein, franchement, les étudiants maintenant qui sortent de l'option officine n'ont aucun problème pour trouver du travail, les autres filières aussi. Mais l'officine, ce n'était pas le cas peut-être il y a quelques années, mais maintenant c'est le cas. Alors, parlons du secteur de l'industrie. On peut travailler aussi bien dans l'agroalimentaire que dans la cosmétologie. C'est assez vaste finalement quand on s'oriente vers cette voie. Ouais, c'est assez vaste. Il y a un grand nombre de métiers différents qui peuvent s'ouvrir à l'étudiant, quelle que soit son affinité, je dirais. Hein. S'il est intéressé par la chimie, fabrication, etc., il trouvera sa voie dans l'industrie pharmaceutique. S'il est intéressé par le droit, il trouvera sa voie dans les affaires réglementaires, parce que l'industrie, pour mettre sur le marché un médicament, il y a beaucoup de réglementation. Donc, il trouvera sa voie là-dedans. S'il est intéressé par le côté commercial, marketing, sans aucun problème dans l'industrie, il trouvera sa voie. Quoi d'autre? Le contrôle qualité, un tas de métiers dont on n'a même pas idée. Hein, dans l'industrie, c'est vraiment très, très varié. Il y a des doubles diplômes aussi. Voilà, il y a Euh, des étudiants qui font des ça doubles fait. diplômes. Ce n'est pas la règle générale, mais souvent en industrie, ils arrivent à faire des doubles diplômes, et là, c'est jackpot. Hein. L'école des mines Ouais. d'Albi, par exemple, De ils sont chimie, ingénieurs et pharmaciens, donc tapis rouge, hein, quand Ouais. on sort de là, enfin, c'est des étudiants, mais quel que soit vraiment, j'appuie sur ça, la filière, ils vont trouver ouais. un emploi à la sortie. Ils peuvent aussi, pendant leur spécialisation en industrie, faire l'équivalent d'un master 1, d'un master 2. Donc, voilà, qui peut ouvrir des clés, là aussi, pour faire une thèse, un doctorat d'université, comme on peut faire dans n'importe quelle faculté des sciences, en ayant le gage d'être pharmacien, ce qui est pas rien, un métier là aussi entre ses mains. Il y a aussi avec l'école de chimie de Montpellier, là aussi, donc des doubles diplômes. L'ESSEC aussi, de grandes écoles de commerce. Donc, en fait, on a après des étudiants qui sont voués à de belles carrières, on va dire, quoi. Ce volet recherche, justement, c'est un Recherche truc et qui vous commerce. représente, vous aussi, Valérie Ouais. Laurent Mata, puisque Oui. vous avez cette casquette scientifique et vous menez des travaux, puisque vous êtes à la voie enseignante, mais vous travaillez aussi pour l'ICM. Oui, enfin, l'IRCM, l'IRCM, pardon. l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, mais moi, voilà, je suis complètement comment dire, intégrée en pharmacie, bien qu'en ayant un profil scientifique, mais peut-être pour comparer les débouchés, je pense qu'avec une double casquette, un docteur en sciences, pharmacien, etc., c'est des jeunes qui vont vraiment s'intégrer beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a un doctorat d'université. Et voilà, c'est une réalité, c'est comme ça, je le dis. Mais voilà, c'est vraiment des carrières derrière, traînent pas sur le marché du travail quand on est pur scientifique, pur et dur. On part en postdoc, il faut encore des qualifications pour postuler au concours de maître de conf ou de chercheur. Et voilà, des fois, j'allais dire, la montagne est dure à grimper. Quand on y est, on est vachement content. Mais voilà, je veux dire que nos jeunes issus de quel que soit le diplôme de pharmacien, c'est vraiment un métier, derrière, tu as un travail à la clé, quoi. Pour l'anecdote, il y avait une de nos étudiantes la dernière fois, lorsqu'on est allé faire la présentation dans les lycées, qui nous disait que lorsqu'il y avait sur une offre d'emploi et qu'il y avait concurrence entre un pharmacien et quelqu'un qui avait fait un parcours purement scientifique, un master, les employeurs n'hésitaient pas à prendre un pharmacien. Quel est le niveau de salaire moyen? Ça varie, j'imagine, suivant les domaines, Ben peut-être? oui, ça varie. Oui, oui. Je ne saurais pas vous dire à l'officine exactement. Je n'ai pas les grilles en tête, hein. Mais ça varie, les C'est métiers, autour de c'est 2000, 2000, 2200 entre 2 et 3 000. En sortant de la formation, j'entends. En sortant 2200 euros. Ouais. Après, ça grimpe, hein, ça Après, dépend. voilà. Et où tu vas, s'il y a une carence de pharmaciens en officine, ils vont négocier beaucoup. Voilà. Nos jeunes, ils sont forts pour ça. Ouais. Là aussi, parce qu'ils ont de bonnes formations en communication, en commerce, en management. Donc après, peut-être vous avez des copains qui vous disent, mais voilà, après, tu grimpes vite. Et alors, en industrie, les salaires, c'est indécent. Je n'ose même pas en parler, quoi. Voilà. Aujourd'hui, la parité est plutôt bien représentée. Il semblerait que ça soit un secteur plutôt féminin. Oui, oui, oui. Ça, c'est clair. Non, hein. Ouais, je dirais 2 tiers, 1 tiers, moi. Facile, hein. Mais comme tous les métiers de santé, je dirais. Même, les métiers de santé se féminisent beaucoup. Donc, c'est logique hein, que chez nous, il n'y ait plus
de représentants du sexe féminin que masculin. Alors, si les jeunes qui nous regardent souhaitent se documenter, est-ce que vous avez des supports, des outils incontournables à consulter avant de s'inscrire sur Parcoursup? Bien sûr, il y a déjà un site très important qui est le site du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, où vous avez un tas de documentation, vous avez des vidéos sur tous les métiers, et c'est des jeunes qui ont été interviewés, qui sont sur chacune des filières, donc ça c'est très important. Il y a un site de la faculté aussi, il y a certains, et de l'industrie, alors je ne me souviens plus du nom, Le LIM. le LEM, voilà, le site de l'industrie. Quand on a la curiosité, on le Oui, trouve. oui, oui. Mais déjà, le site de l'Ordre des pharmaciens va donner une bonne orientation sur les choix éventuellement faits. Et puis, du côté de l'ATP, je crois que vous avez édité un guide qui répertorie également des informations. Nous avons 2 guides en fait. Un pour les étudiants qui se dirigent vers la PASS ou qui sont inscrits même en PASS et un guide pour les étudiants en LAS. Donc, ce sont des guides qui, on l'espère, sont assez complets. Donc, on répertorie déjà les matières qu'ils vont voir pendant l'année. On présente aussi la faculté, donc les associations. On se présente aussi en tant que tutorat. On montre un petit peu comment va se dérouler l'année et aussi on donne dedans plein de contacts un petit peu importants. Par exemple, tout ce qui est médecine préventive, tout ça. Et aussi, on indique toutes les BU, par exemple, où on peut travailler, les restaurants universitaires, tout ça. Et en fait, ces guides sont faits de manière à ce que l'étudiant soit le mieux accueilli. Parce que, par exemple, dans le cas de Julien, qui vient de Lozère, il ne connaissait sûrement pas Montpellier. Et donc, on a aussi développé ces guides justement pour accompagner les étudiants au maximum pendant cette année. Et pour découvrir le campus, il y a les journées portes ouvertes. Elles auront lieu prochainement. Quelle est la date? Comment ça marche? Alors, les journées portes ouvertes sur le site de Pharma, fait pour toute l'université de Montpellier, c'est le 2 mars. Alors, suivant les sites, c'est toute la journée ou une partie de la journée. Sur Pharma, c'est de 9h à 16h. Vous allez sur le site de Pharma parce qu'il y aura des conférences organisées, et il y aura les horaires des conférences, et il y aura aussi des visites du site d'organiser avec des démonstrations en travaux pratiques, la bibliothèque, des démonstrations au jardin botanique de l'UFR. Voilà, donc tout ça, ce sera indiqué ou c'est indiqué déjà sur le site de pharmacie. Donc allez-y et prévoyez votre journée sur le site de Pharma. Il y a plein de choses à faire sur le site Pharma. Il y aura l'ATP, j'imagine. L'ATP, bien sûr. Il y aura toutes les associations. On arrive quasiment au terme de cet échange. On a quand même dressé un gros panel de ce qu'il y a en termes d'apprentissage, de matière et tous les à côté. Si vous aviez des conseils pratiques à donner et nous dire peut-être ce que vous attendez concrètement finalement d'un étudiant qui veut faire pharmacie. Alors, un étudiant qui veut faire pharmacie, l'idéal, ce serait qu'il soit motivé à venir en pharma. Mais même s'il n'est pas motivé après son année de passe, on va le motiver. On va lui montrer les bons côtés de la pharmacie. Et on a de nombreux cas à lui présenter comme ça, d'étudiants qui sont révélés dans la pharmacie. Donc, il faut qu'il bosse, hein, c'est sûr. Hein, et on lui demande de travailler parce que c'est pas parce qu'il a passé la passe qu'il arrive en deuxième année et que tout est acquis et que ces années vont se passer sans bosser, hein, en faisant la fête. Non, ce sera un petit peu plus cool. Hein, voilà, un petit peu plus cool qu'en passe quand même. Sauf la deuxième année, la 3 qui sont encore des années un petit peu plus dures. Mais c'est pas le même rythme de travail et c'est pas le même contact avec des enseignants. Je pense qu'en passe où ils voient pas, ils voient très peu les enseignants, hein, puisque c'est en vidéo, etc. Donc globalement, il y a plein de belles choses à faire sur le site pharmacie. Hein. Les études sont hyper intéressantes. Je me tourne vers eux, ils vont acquiescer, hein, parce que Ils n'oseront pas dire non. ils n'oseront pas dire non. Mais voilà, donc après, et puis ça leur permettra au moins la deuxième année de poser des questions aux enseignants sur leur avenir, même s'ils n'étaient pas trop motivés en pharma, leur montrer ce qu'ils peuvent faire avec un diplôme de pharmacien. Je vous laisse répondre à tour de rôle. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils soient bien dans leurs études. Et je pense que quand on les voit au début, faire passe et des fois passe, las 2, revenir, on a perdu des copains.
c'est un peu des fois, le début est un peu difficile, mais alors après, ils sont tous, ben voilà, ils travaillent, ils savent aussi se distraire, ils font du sport, ils retrouvent leur vie, ils interagissent beaucoup. On a quand même des étudiants joyeux, là aussi, qui aiment se retrouver, parrainés par les troisième années, donc qui rentrent dans un bel esprit. Souvent, c'est des jeunes bah, voilà, qui sont quand même dans l'empathie, puisque bah, aussi ils s'investissent des fois à travers des autres. Et on attend bah, qu'ils viennent en cours. Là aussi, je pense qu'on est en train de réussir quelque chose, de les ramener là aussi sur notre site d'études. Et puis voilà, qu'ils interagissent avec nous. Ils nous voient quand même hein, en passe s'ils viennent en ED, qu'ils ne restent pas derrière leur télé, parce que là, c'est un peu frustrant aussi au bout d'un moment. Et donc ça, bah, on attend qu'ils soient présents parce que ça, c'est une adaptation qui peut être un petit peu difficile. Et puis bah, après, qu'ils travaillent dans la bonne humeur et qu'ils interagissent avec nous, quoi, et puis qu'ils avancent au mieux dans leurs études. Chiara, Julien, un conseil et puis aussi une information qui nous a été demandée en ligne. Où peut-on trouver l'association du tutorat sur les réseaux sociaux? Donc on peut nous retrouver sur Facebook et Instagram. Donc Instagram, ça sera ATP-UM et sinon, ça sera Association des tuteurs en pharmacie de Montpellier sur Facebook. Qu'est-ce que Sur le site de la faculté. sur le site de la faculté Ah, aussi, non, mais- via nos réseaux sociaux. Et après, un conseil pour des gens qui seraient peut-être intéressés par pharmacie, c'est vraiment de se renseigner parce qu'on parlait justement de la diversité des métiers qu'il y a en pharmacie. Et très souvent, on ne soupçonne pas justement tous ces débouchés. Et finalement, en pharmacie, on trouve forcément quelque chose qui nous plaît. Et parce que comme on en a un peu parlé un petit peu avant, on a souvent cette idée quand même de pharmacien en officine et non, en fait, il y a beaucoup d'autres débouchés aussi très intéressants. Et donc, pour des étudiants qui voudraient faire de la santé, mais qui ne sont pas encore sûrs, qui voudraient peut-être faire de la recherche ou alors de l'industrie et tout, c'est vraiment essayer de se renseigner sur pharmacie et ne pas hésiter aussi à nous contacter si jamais ils ont des questions. Julien, le mot de la fin vous revient. C'est exactement ce qui a été dit. En soi, c'est surtout se renseigner parce que moi, personnellement, au début, je savais pas réellement ce que c'était l'étude de pharmacie. Pour moi, le pharmacien, c'était que l'officine. Et je sais que si on parle à des lycéens, pour eux, pour 90% des lycéens, la réponse sera exactement la même. Mais vraiment, je leur conseille de se renseigner sur les études. On met en ligne, il y a des vidéos qui sont mises en ligne pour qu'ils puissent savoir un petit peu qu'est-ce que sont les métiers de pharmacien, comme on a parlé aussi tout à l'heure. Vraiment se renseigner et aussi l'étudiant mais pas forcément idéal, que ce soit c'est l'étudiant qui aura envie de réussir et qui saura s'investir dans son année. C'est pas forcément l'étudiant qui aura 20 sur 20 de moyenne au lycée et qui réussira à tous les coups son année. Ce sera l'étudiant aussi qui sera curieux de réussir, qui saura montrer l'envie par rapport aux autres sur certaines choses et ce sera l'étudiant qui prendra le plus de plaisir dans sa suite de ses études. Si on n'est pas passé dans vos lycées, contactez-nous, on viendra vous voir dans les lycées et vous présenter les métiers de la pharmacie. Sans aucun problème, on se déplace en Lozère, jusqu'à Perpignan, Gard. etc., dans le Gard. Voilà. Voilà, le message est à destination des enseignants Ouais, et des lycéens Tout le monde. également qui souhaiteraient vous rencontrer. En tout cas, si vous souhaitez en savoir davantage sur les études en pharmacie, je vous invite à participer à ces fameuses journées portes ouvertes qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont donc programmées le 2 mars prochain de 9h à 16h sur le campus. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore un peu de temps avant de finaliser votre projet d'orientation, puisque les vœux sont à formuler sur la plateforme jusqu'au 14 mars prochain. La date butoir pour compléter et valider votre dossier sur Parcoursup est quant à elle fixée au 3 avril. Ça, c'est pour le calendrier. Enfin, si vous souhaitez revoir cette table ronde en intégralité, sachez que ce direct live consacré aux études en pharmacie sera accessible en ligne via la plateforme Compass. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir pris le temps de nous renseigner sur tous ces points. Merci également à ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci pour les questions et bon courage dans vos choix d'orientation. Merci, au revoir. Merci, au revoir.